Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors on change un petit peu de cadre parce que ce qu'on va discuter n'est pas forcément hyper chaleureux et hyper enthousiaste. On va parler aujourd'hui de la prochaine crise financière et comment est-ce que ça pourrait tout simplement impacter le marché des crypto-monnaies et aussi vos finances. Alors, la question n'est pas de s'il y aura une crise, de quand il y aura une crise. D'accord, il y aura une crise. Quand, on ne sait pas exactement quand, personne n'est devin, mais il y aura une crise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bitcoin est né en plein début d'un nouveau cycle, après justement la crise des subprimes. Donc ça veut dire que depuis 10 ans, en fait, le Bitcoin n'a juste connu qu'un marché haussier au sein du marché traditionnel, donc de la bourse, mais aussi du marché des crypto-monnaies qui en fait n'a fait que suivre le marché traditionnel. Donc il est haussier depuis maintenant plus de 10 ans. On n'a absolument aucune idée en fait de qu'est-ce qui pourrait se passer si le marché financier traditionnel décidait en fait tout simplement de se retourner. Alors très souvent c'est uniquement sur du court et du moyen terme, mais que pourrait-il se passer si le marché se retourne? On ne sait pas. Beaucoup sont sûrs d'eux en disant que tout l'argent va quitter le marché traditionnel pour que tout le monde vienne se réfugier sur les cryptos. Moi, j'ai absolument pas cette conviction-là et je vais justement en fait vous expliquer pourquoi. À mon sens, il y a deux scénarios possibles. Un scénario qui risque de ne pas vous plaire et un scénario qui pourrait éventuellement vous plaire. D'accord? Alors, le premier scénario, d'accord, ce serait tout simplement que l'argent quitte le navire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un temps de crise? Qu'est-ce qui se passe? On vend tout ce qu'on a pour se réfugier sur ce qui a de la valeur. Et en général, on ne spécule plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est que de la spéculation. Et je pense que ça, il n'y aura personne pour me contredire. Donc, pourquoi est-ce que des personnes en pleine panique, en pleine crise, iraient se réfugier sur un marché aussi spéculatif que le marché des crypto-monnaies? Donc c'est pour ça qu'à mon sens, le premier scénario le plus rationnel et envisageable qui pourrait se passer, c'est tout simplement que l'argent quitte le navire, que tout le monde se réfugie sur ce qui a le plus de valeur. Et qu'est-ce qui a le plus de valeur en règle générale? Ça va être l'or et les actions d'entreprises historiques qui sont extrêmement solides. Très souvent, ça va être des grosses multinationales qui, on le sait, ne pourront pas mourir même crise après crise. Voilà, on se réfugie en fait sur ce qui a de la valeur et on ne spécule plus. Donc premier point, en fait, s'il y a une crise, ne croyez pas en fait que tout le monde va comme ça se réfugier sur le Bitcoin, sur les cryptos, alors que c'est ultra spéculatif. À mon sens, c'est absolument pas rationnel de penser comme ça, absolument pas. Donc ça, c'est le premier scénario, d'accord? C'est tout simplement l'argent quitte le navire. Et là, j'ai envie de vous dire, j'espère que vous avez fait une bonne analyse fondamentale, parce que j'espère que les projets sur lesquels vous avez mis des billes sont vraiment solides. Parce que, à mon avis, d'accord, ce qui s'est passé en 2018, c'est rien comparé à ce qui pourrait se passer si on a vraiment un retournement général. Il n'y aurait que les projets vraiment, mais très solides, qui ont aujourd'hui un intérêt, qui ont des clients, qui génèrent du chiffre d'affaires, qui pourraient survivre, et tous les autres vont juste disparaître. Donc j'espère que vous avez fait votre boulot par rapport à l'analyse fondamentale. Justement, je vous invite à recevoir mes analyses exclusives d'analyse fondamentale, c'est gratuit. N'oubliez pas en fait de vous inscrire, c'est juste dans la description. Donc premier point, j'espère que vous êtes sûr de vous. D'accord? Je rappelle que l'analyse fondamentale, c'est avoir investi en fait dans des entreprises ou dans des projets qui sont extraordinaires et que vous n'allez pas vendre même durant des périodes de crise. Parce que vous êtes tellement sûr de vous et tellement sûr en fait de ce que va faire le projet que malgré les crises, vous allez conserver votre projet et il va vous rapporter ensuite beaucoup en termes de retour sur investissement. C'est tout le principe de l'analyse fondamentale. Donc j'espère que vous l'avez bien faite parce que si vous doutez, ne serait-ce que maintenant, j'espère que vous vous rendez compte que ce ne sera plus du doute que vous aurez, mais vous allez tout vendre dès qu'il y aura un petit signe de nouveau retournement en fait de marché. Donc faites quand même très attention. Donc on a ça en fait comme premier point. Ensuite, là où j'aimerais aussi qu'on parle, c'est tout simplement de pourquoi est-ce que le Bitcoin en fait n'est pas véritablement comparable à l'or.
Ça risque aussi de ne pas plaire à tout le monde, mais à mon sens, comparer le Bitcoin et l'or, d'une certaine manière, oui, il y a des similitudes, d'une autre, non. Il y a plein de points qui ne sont pas du tout similaires. Donc je vais en fait vous les citer. L'or n'est pas liquide. L'or, c'est extrêmement compliqué à échanger. L'or, c'est extrêmement compliqué à acheter. Aujourd'hui, c'est plus simple d'acheter du Bitcoin que d'acheter de l'or. Pour acheter de l'or, c'est compliqué. Et je dis bien acheter en fait de l'or physique. Attention, je ne dis pas d'acheter de l'or papier qui n'a absolument aucune valeur. Non, non. Je parle uniquement de l'or physique. L'or, c'est extrêmement difficile à transporter. C'est difficile à sécuriser. Donc en général, quand on achète de l'or, c'est pas pour le revendre 2 mois plus tard. C'est vraiment pour le conserver sur de longues périodes de temps. Et en général, voilà, on ne le transfère pas, on ne l'échange que très rarement. Et c'est ce qui en fait en fait tout simplement une monnaie refuge. L'or, c'est une monnaie ou quelque chose qui a de la valeur depuis plus de 2000 ans. D'accord, 2000 ans. Le Bitcoin, ça n'a que 10 ans. Donc je suis désolé en fait, mais ne serait-ce que par rapport à ça, à mon sens, dire que l'or égale le Bitcoin, c'est complètement faux. Et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la valeur de l'or est stable depuis des centaines et des centaines d'années. Il faut savoir que l'inflation sur l'or depuis quasiment la nuit des temps évolue entre 1 et 2%. Ça veut dire qu'il y a une stabilité en termes de prix et surtout, l'or est accepté par tout le monde. Mais vous pouvez aller n'importe où sur Terre, absolument n'importe où, tout le monde va accepter l'or. Par contre, le Bitcoin, je ne suis pas sûr que tout le monde l'accepte. Donc en temps de crise, il se passe quoi? Vu qu'il y a une perte de confiance absolue, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Entre investir dans l'or ou investir dans le Bitcoin? Ben, moi, j'ai ma petite idée en fait sur ce que va faire la foule et ce que vont faire en fait la plupart des investisseurs. Donc après, il y a bien évidemment des similitudes et on pourrait dire que oui, le Bitcoin, c'est l'or du marché des crypto-monnaies. C'est la monnaie refuge du marché des crypto-monnaies, mais uniquement du marché des crypto-monnaies et pas de tout. Et pas de tout en fait, et ce n'est pas vraiment comparable avec l'or physique. Voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième scénario, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait se passer qu'on ait une crise bien plus grave que ce qu'on a eu en 2008. Une crise où en fait les banques ne sont pas une nouvelle fois sauvées par les États. C'est une crise où les banques sautent. Et qu'est-ce qui se passe quand les banques sautent? Eh bien, il y a ce qu'on appelle une perte de confiance. Il y a une perte de confiance. Pourquoi? Parce que la monnaie va perdre de la valeur, parce que les gens vont paniquer, les gens vont retirer l'argent des distributeurs. Aujourd'hui, on sait qu'il ne suffit de retirer que quelques pourcents, d'accord? Que 1 à 2% de la population retire son compte bancaire en cash pour créer une panique. Est-ce que vous vous rendez compte de la faiblesse du système quand même? Donc ça veut dire quoi en temps de panique et en temps de crise? Ben, les gens vont retirer le cash. Et qu'est-ce qui se passe quand on retire trop de cash? Les banques n'ont plus de liquidité pour opérer, elles sautent. C'est aussi simple que ça. Ne pensez pas en plus que la garantie des 100 000 $ existe. Comme la plupart en fait de toutes les assurances, elles ne sont que fictives et là pour rassurer les gens. En aucun cas, elles ne vont vous sauver en cas de crise. Je rappelle également que depuis quelques années, l'État a voté une loi qui lui permet de récupérer tout simplement de l'argent, si nécessaire, sur votre compte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État pourrait éventuellement piocher l'argent dans votre compte si jamais il se retrouvait en faillite. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer si ça arrive, bien évidemment? Eh bien, on pourrait dire qu'il y aurait une perte de confiance massive envers les monnaies et surtout, on va dire, l'ensemble des monnaies fiat. Et ça pourrait évidemment profiter au Bitcoin. Donc en fait, c'est un petit peu un mal pour un bien. Ça veut dire qu'on pourrait effectivement avoir une crise et on pourrait avoir un petit réveil des consciences et les gens pourraient se rendre compte que, ah ben en fait non, les monnaies fiat, c'est peut-être pas une si bonne idée, ça n'a peut-être pas en fait tant de valeur que ça maintenant. Peut-être qu'on pourrait se tourner en fait vers un truc qui n'est pas contrôlé par le gouvernement ni par une banque. Tiens, parce que je rappelle qu'à chaque fois les crises sont provoquées principalement à cause de qui? À cause des banques. Voilà. Et les banques ne sont jamais inquiétées par qui que ce soit. Jamais personne ne va en prison. Il n'y a qu'à regarder la HSBC. Merci pour elle, elle se porte plutôt bien. Elle a beau blanchir en fait l'argent des cartels de drogue, etc. et de favoriser l'évasion fiscale massive, elle est intouchable. Les États lui mettent des amendes qui sont en fait des contraventions à l'échelle humaine et Dieu merci, elle se porte bien. Vous voyez qu'elle se porte bien. Les banques qui ont provoqué la crise des subprimes, elles se portent bien. Toutes les agences de notation, etc., elles se portent bien. Et pourtant, elles ne préviennent absolument pas des crises. Au contraire, elles les déclenchent, on pourrait dire.
Donc, ne vous inquiétez pas sur le fait qu'il y aura une prochaine crise, il n'y a qu'à voir en fait comment ça se déroule, d'accord. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir comment ça se passe et de voir si une bonne fois pour toutes les banques pourraient sauter ou pas. Le truc le plus dramatique, j'ai envie de dire, c'est qu'en plus aujourd'hui les banques n'ont même plus de levier. En Europe, les banques ont un taux qui est toujours au plus bas, ce qui favorise l'investissement sur des biens en fait qui ne rapportent rien, tout simplement. Aujourd'hui, en fait, les taux sont tellement bas qu'on rachète des entreprises, on rachète de l'immobilier qui ne rapporte rien, parce qu'en fait, le coût du crédit, tout simplement, en fait, il ne nous coûte rien. Donc, on n'a aucune rentabilité à dégager. Donc, au moindre retournement, ces biens-là, en fait, ne seront plus rentables et donc vont être une plaie pour les banques. Ça va être un petit peu un effet boule de neige où les clients ne pourront plus rembourser les dettes, les banques n'auront plus d'argent, ils auront des garanties qui auront perdu en valeur et voilà, c'est un effet boule de neige et tout saute. Un petit peu comme ce qui s'est passé en 1929, durant la grosse crise de 1929, où en fait c'est assez ironique, ce sont en fait les courtiers qui empruntaient de l'argent. Oula, lui il n'est pas content. Ce sont en fait les courtiers qui empruntaient de l'argent aux banques et ensuite ces mêmes courtiers reprêtaient l'argent à leurs clients qui empruntaient pour investir en fait dans le marché financier. Et quand bien évidemment le marché s'est retourné, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un bel effet boule de neige où d'une part les courtiers ont été obligés en fait de tout liquider rapidos pour essayer en fait de retirer un maximum d'argent parce qu'ils avaient fait un crédit. Donc ça a fait un effondrement du marché. Les banques se sont retrouvées avec des prêts qui n'ont pas été remboursés et donc tout le monde a sauté. Les courtiers, les banques et après on a eu la magnifique crise catastrophique qu'il y a eu et là il a fallu des dizaines d'années pour que l'économie reparte. Donc j'espère que ce n'est pas forcément ce qui va se passer mais ça pourrait être un élément déclencheur pour que le Bitcoin justement tire son épingle du jeu. Et à mon avis, c'est uniquement comme ça que le Bitcoin pourra réellement être adopté. La masse, malheureusement, donc les gens lambda, ce que j'appelle la masse, ce sont les gens en fait qui font tous à peu près la même chose, concrètement ne vont jamais basculer sur le Bitcoin tant qu'il n'y a pas un élément déclencheur. D'accord ? C'est pas en allant les voir et en leur disant le Bitcoin c'est super et en leur expliquant les avantages qu'ils vont dire ah ouais c'est super, tiens, boum, maintenant je vais que payer en Bitcoin. Non. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer en fait dans la douleur et ça va se passer en fait dans des moments à mon avis de crise où les gens vont enfin comprendre ce qui se passe et vont réaliser qu'en fait on les a bien dupés avec les monnaies fiat qui, je le rappelle, donc petite histoire et on va terminer en fait la vidéo sur ça. Les monnaies fiat en fait à l'origine ont toutes, que ce soit en fait le franc, le dollar, la livre, etc. Avant la Première Guerre mondiale, les monnaies fiat étaient en fait adossées à de l'or physique. Et c'est ça en fait qui en faisait de la valeur. Et puis, il y a eu la Première Guerre mondiale, il fallait financer bien évidemment cette magnifique guerre. Et donc, qu'est-ce que ont décidé les États et les banques? Eh bien, de ne plus adosser les monnaies fiat à l'or. Les gens, ils comprennent absolument rien à ce qui se passe. Eux, ils ont toujours leur petit billet qui n'a pas changé. Donc, eux, ils n'ont rien remarqué, ils n'ont rien dit. Il y a eu une belle transition qui s'est passée entre de l'or, entre une monnaie adossée à l'or, qui était en fait le franc par exemple, et le franc qui n'a pas changé, qui restait exactement le même mais qui n'était plus adossé à l'or. Et c'est ensuite à cause de ça qu'on a eu toutes les dérives qu'on a pu avoir et qui étaient impossibles justement quand les monnaies étaient adossées à l'or. Et petite morale de l'histoire, en fait, l'époque la plus prospère, ça a été justement quand on avait des monnaies stables, notamment qui étaient adossées à l'or. Il n'y avait aucun problème de change. Tous les pays avaient des monnaies qui étaient adossées à l'or. Il n'y avait aucun problème, c'était même une période extrêmement prospère. Et ensuite, ils se sont dit, tiens, et si on enlevait ça, les gens ils comprennent rien, on s'en fout. Ils n'ont rien remarqué, ils continuent en fait à utiliser leur argent fiat. Et nous, on va pouvoir en imprimer autant qu'on veut. Voilà. Et on va dire que historiquement, ça ne s'est jamais bien passé de laisser le contrôle à qui que ce soit en fait sur une monnaie. Et historiquement, en fait, les monnaies ont toujours dépéri pour avoir des nouvelles qui naissent, tout simplement. Donc, ça pourrait être le Bitcoin, ça pourrait être une autre, ça pourrait même être l'or qui redevienne une monnaie internationale comme elle l'a été, qui sait. Mais en tout cas, à mon avis, c'est un élément déclencheur comme ça qui pourrait éventuellement provoquer une adoption massive du Bitcoin. Donc là, je parle vraiment du Bitcoin. Je ne parle pas du tout en fait de la technologie blockchain, de toutes les entreprises qui se développent, etc. Ça, justement, il faut investir dedans.
il faut investir dedans, mais avec des fondamentaux qui sont extrêmement solides. Voilà, allez, j'espère que cette petite vidéo avec un cadre plutôt sympathique, donc moi j'ai très chaud, mais un cadre plutôt sympathique aujourd'hui. Vous voyez, on est lundi, il est 11 h, absolument personne, on est tout seul comme d'habitude. Donc moi je vous dis, écoutez, bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Si vous avez des questions, des commentaires, n'oubliez pas, c'est toujours dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Merci.